Bienvenue dans ce tout premier numéro de décryptage pour le compte de cette semaine. Au menu de votre débat décryptage, c'est bien l'analyse des perspectives économiques de l'Afrique en 2019. Quelle solution pour une meilleure redistribution de cette richesse, de la richesse si vous le voulez? C'est la question principale. Et pour décortiquer cette thématique, c'est bien M. François Couton. Bonjour M. Couton. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste, mais pas que. Je suis manager de projet, oui, spécialiste en gestion assessée des résultats des programmes publics et des passations, n'est-ce pas, de marchés publics. Face à vous, Stéphane Toha, qu'on ne présente plus. Belle habitude, cette tribune. Bonjour, M. Toha. Bonjour, Loris. Bonjour, M. Couton. Bonjour aux amis auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices d'Eden TV et de la Diaspora FM. Et je dois dire que ce débat ou cette thématique a été inspiré justement de la substance du rapport annuel de la BAD, qui, au menu justement de ce rapport, la croissance économique du continent africain reste stable avec une industrie en développement. C'est du moins ce qui ressort de ce rapport annuel de l'institution qu'est la BAD, la Banque africaine de développement. Et c'est bien à propos de ce rapport, c'est bien à l'issue de ce rapport que nous allons nous entretenir ce matin pour comprendre davantage quels ont été les mobiles, les éléments sur lesquels l'institution ou les experts de cette institution se sont basés pour pondre ce rapport. Et nous n'allons pas le faire sans tenter une analyse globale de ce rapport, puisque vous l'avez décortiqué, Stéphane Toha. Je démarre par vous. Oui, on va l'analyser et rendre ça un peu potable pour la compréhension accessible aux esprits profanes. Voilà, donc comme nous. C'est une belle tribune que vous offrez à cette institution-là qui peut-être, c'est un appel que je lance, qui peut-être peut se rapprocher de votre institution, pourquoi pas, pour que de plus en plus cette thématique, ou bien leur rapport puisse être rendu aussi accessible au peuple qu'aux sachants. Voilà. Alors, que retenir en un mot de ce rapport de la BAD? Oui, de ce rapport de la BAD publié en janvier dernier, précisément le 17 janvier, il faut retenir que le taux de croissance en Afrique va croissant, si je me répète, de 3,5 en 2018. Ce taux-là s'est établi à 4,1 pour 2019 et à 4% pour 2020. Il faudrait que nous maintenions quelque chose, que l'Afrique est en plein développement et que sa stabilité actuelle et ses perspectives actuelles est si forte que les institutions souhaitent ou bien développent des critères pour que nous ne perdions plus la main. Il ne faut pas seulement rester au niveau du rapport qui est fait, mais avant le rapport, il y avait eu tellement de conférences, bien de rencontres pour pouvoir, comment je dis, projeter ce rapport-là. N'oublions pas la rencontre du groupe de la Banque mondiale en Afrique du Sud, où les gens sont un peu parlé de comment est-ce que l'Afrique doit se comporter pour mieux captiver ou bien capter la richesse, pour mieux faire accroître sa mobilisation de ressources. N'oublions pas aussi l'appel de Yaoundé qui donne des éléments, des éléments pour pouvoir lutter contre les capitaux et je dirais le blanchissement des capitaux. Histoire toujours pour l'Afrique de remobiliser les ressources. Et enfin, n'oublions pas la rencontre de Paris-Bercy, des ministres des Finances, qui définissent cette fois-ci comment est-ce qu'il faut utiliser davantage le potentiel fiscal. Et tout ça, la mise ensemble, donne, au fait, le rapport que nous avons.
tout ça là prouve au fait que l'Afrique doit compter sur ces mobilisations de ressources internes pour mieux assurer sa croissance. Et c'est ce qu'il faut réellement retenir de ce rapport-là, qui, entre autres, est allé pour proposer comme solution effective la création de la zone de libre-échange économique et aussi l'industrialisation, la forte industrialisation afin que la croissance, la pondérance de cette croissance-là soit beaucoup plus soutenue et que sa redistribution par tête soit aussi visible. Voilà ce qu'on peut arrêter de François Coutan. Merci beaucoup. Je remercie M. Stéphane. Je l'appelle plutôt le spécialiste de ce rapport-là, le rapport de la Banque africaine de développement. Je crois que c'est déjà heureux, d'abord, que les perspectives économiques tendent à la stabilité, partant, n'est-ce pas, d'un taux de croissance de 3,5% pour se stabiliser à 4% ou 4,1% entre 2019 et 2020. Cela veut dire à peu près de façon macroéconomique que la pauvreté ne va pas s'aggraver entre 2018, 2019 et 2020. La pauvreté, c'est-à-dire l'état dans lequel nous sommes, de façon concrète, les conditions de vie des populations ne vont certainement pas grandement s'améliorer, mais elles ne s'aggraveront pas non plus. Donc, je crois que c'est l'observation que je peux faire pour le moment sur le rapport de la Banque africaine, n'est-ce pas, de développement. Je suis aussi intéressé par les propositions qu'ils ont faites en termes, n'est-ce pas, de réorientation, n'est-ce pas, de l'investissement, puisque lorsqu'on parle de la croissance économique, les États sont comme des ménages. Après la consommation, il reste maintenant un peu d'argent qu'il faut investir. Ils ont parlé de la nécessité d'industrialiser l'Afrique. Ils ont parlé de la nécessité de créer, n'est-ce pas, des zones de libre-échange. J'ai lu certaines parties du rapport qui recommandent encore à nouveau, ils l'ont dit plusieurs fois, de faire tomber certaines barrières douanières à l'intérieur, n'est-ce pas, du pays, qui freinent les échanges à l'intérieur des continents, des pays africains. Monsieur Coutan, que doit comprendre du concept ou de l'expression croissance économique? Que doit-on y comprendre? Croissance économique, la croissance vient à partir, n'est-ce pas, d'un effort de production, n'est-ce pas, de la richesse. Vous savez, au cours d'une année, on fait de l'investissement public, à partir certainement de l'épargne ou à partir, n'est-ce pas, des prêts. Et quand on fait cet investissement-là, ça vient s'ajouter à la richesse nationale qui existait déjà une valeur. Et donc, cette valeur ajoutée-là, c'est cette valeur ajoutée à ce qui existait déjà qu'on appelle croissance économique. Vous avez vu, on a fait des routes, donc les transports des marchandises iront beaucoup mieux. On a amélioré les télécommunications, les gens pourront avoir accès à l'Internet, donc leur affaire peut prospérer. Les spécialistes en économie essaient de calculer tout ça là pour voir en matière, n'est-ce pas, de richesse, qu'est-ce qui est ajouté. On s'est déplacé de quel point à quel point, et c'est ce déplacement-là qu'on appelle en réalité croissance économique. C'est cela. Voilà. Votre condition de vie peut ne pas changer, c'est-à-dire, par le passé, vous gagnez 50 000 francs CFA, vous pouvez ne pas gagner 51 000 francs CFA et on va parler de croissance économique. C'est de cela qu'il s'agit. C'est là la nécessité de cette précision, de cette clarification. Voilà. Alors, mais quels sont les outils, Stéphane Toura, qui permettent aux spécialistes d'appréhender la performance économique? Voilà. Dans un État. Dans un État, je remercie M. Coutan qui a bien défini ce que c'est qu'une croissance économique. Et les outils qui permettent d'appréhender, de mesurer cette croissance, on peut en citer
deux en un. C'est-à-dire, c'est soit le produit intérieur brut, le PIB. Généralement, on parle de PIB, ou le produit national brut, PNB, oui. le PNB. Les deux visent toujours la même chose, sauf que le produit intérieur brut, là, ça, ce n'est que la mesure de la somme des valeurs ajoutées des agents économiques intérieurs comme extérieurs. Alors que le produit national brut ne vise que cette valeur, cette somme de la valeur ajoutée rien que des nationaux. Voilà, la production nationale. Rien que concernant les nationaux. Donc, pour appréhender la richesse, il suffit de faire la différence entre le produit intérieur brut de cette année par rapport au produit intérieur de l'année passée, et vous avez le taux de croissance. Et si vous divisez ce taux de croissance par le nombre d'habitants, vous aurez le taux de croissance par tête. Oui. Voilà. Vous aurez le revenu en termes de richesse par habitant. Et je crois que, parlant, n'est-ce pas, de revenus, parce que lorsqu'il y a de la richesse, il faut redistribuer. Il vaut mieux que nous allions peut-être sur le terrain de la pauvreté, puisque c'est de cela qu'il s'agit. La croissance permet en réalité de corriger la pauvreté. Ici, en Afrique... Et pour la corriger, il faudra mieux redistribuer les ressources. Il faut mieux redistribuer la richesse. Il y a la pauvreté monétaire, il y a la pauvreté non monétaire. En règle générale, le débat se focalise sur la pauvreté monétaire, où on estime que lorsque vous avez, en tout cas la Banque mondiale, le PNUD, en tout cas les organisations internationales de référence, estiment que lorsque vous êtes un citoyen et que vous n'arrivez pas à dépenser au minimum $1 américain par jour, c'est que vous êtes monétairement très pauvre. $1 étant l'équivalent de 500 francs CFA. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas du tout à dépenser 500 francs CFA par jour, c'est que vous êtes très pauvre. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, sinon 15 000 francs CFA par mois, à peu près, vous êtes très pauvre. Très pauvre. Donc, c'est la référence pour le moment. Vous voyez bien le degré. Je sais que si vous vous asseyez, vous ne consommez jamais 500 francs. C'est rare. Alors, c'est rare. Alors qu'on dit que les 3 repas, matin, midi et soir, lorsque vous en dépensez moins de 500, là, vous êtes très pauvre. Ah oui. Et pourtant, en une seule fois, les gens n'arrivent pas à se contenir dans 500. Or, il le faut 3 à 4 fois dans la journée. Vous imaginez à peu près, là où se trouve encore la barre de pauvreté. Faut-il parler de pauvreté, d'extrême pauvreté, ou bien de la misère en Afrique? À quoi correspond réellement notre croissance économique et sa stabilité, ou bien les perspectives économiques dont parle la BAD? Mais il faudrait tenir aussi compte de ce que l'exemple n'est pas un principe général. Parce qu'au même moment où le commun des Béninois n'arrive pas à tenir sous le seuil ou à tenir sous le seuil de ces 500 francs que vous avancez, mais d'autres ferment 5 000 francs. Absolument. 5 000, 10 000, 20 000, dans un resto, même 50 000 dans un restaurant. Voilà. Donc en une seule séance, ça ne pose aucun problème. Oui. Est-ce que l'analyse tient compte de tous ces détails? Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi parfois, et je crois que c'est ce qui est de la règle maintenant, on parle de la pauvreté monétaire, mais on parle également de la pauvreté non monétaire. Pour prendre en compte en réalité, qu'est-ce qui fait que l'homme dit qu'il est heureux, qu'il est à l'aise? Quand est-ce qu'on va dire quelqu'un dit qu'il est heureux? Est-ce que c'est parce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a c'est parce qu'il a de logement pour y habiter? Est-ce que c'est parce qu'il a l'eau? Qu'il arrive à subvenir à tous ses ses besoins? Est-ce qu'il arrive à subvenir à ses 5 besoins fondamentaux? Voilà. Donc, on met également on ajoute toutes ces valeurs-là à l'analyse de la pauvreté pour déterminer en réalité qui est pauvre et qui ne l'est pas. Dans tous les cas, parler, n'est-ce pas, de bonnes perspectives ou bien de la stabilité pour la croissance économique en Afrique, je crois que c'est des résultats
que moi je prends personnellement avec pincette. Oui, avec pincette. Avec réserve. Avec vraiment de réserve. Ah oui. Stéphane Toura. Oui. Monsieur Couton est déjà en train de développer la perception de ce que devrait être la redistribution de la richesse créée par habitant, disons, par tête de peuple. Et ce développement appelle de ce que les pays africains, sauf j'enlève l'Afrique du Sud, sont rangés dans les PPTE. Pays pauvres, petits pays pauvres, très endettés. Très endettés. Ça veut dire que on parle plus de ça. On parle plus en ces termes. On a tenté d'édulcorer déjà le concept. Nous avons déjà évolué vers pays en voie de développement. Voilà. C'est pour dire quoi? Que ce n'est pas au fait celui qui dépense plus en une seule, peut-être qu'en un instant de repas là qu'on voit. On voit la masse. C'est-à-dire la grande masse qui vit encore sous le seuil de cette pauvreté-là. Et en Afrique, cette masse, elle est assez prononcée, assez grande. D'où la nécessité de ces pays africains, des pays africains, de mieux distribuer la richesse créée. Puisque cette richesse n'est pas créé par tout le monde aussi. Mieux distribuer aussi pose problème. Parce qu'on ne peut pas vouloir distribuer la richesse créée. Je prends le cas du Bénin par exemple. Et notre taux de croissance est fort parce que la production agricole, le coton, l'anacade, l'ananas a été vraiment boostée. Maintenant, on ne peut pas vouloir redistribuer cette richesse créée en abandonnant le monde agricole. Donc, ceux qui sont les premiers à profiter de la richesse créée, ce sont ceux-là qui ont contribué grandement à l'évolution du taux de croissance. Alors, les routes iront vers les zones agricoles. Les infrastructures socio-communautaires iront vers ces zones agricoles-là. Du coup, vous allez voir que dans les zones agricoles, les gens ne se plaignent pas trop. Contrairement aux gens de la ville qui sont tout le temps en train de se plaindre. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils ont rarement de l'eau potable. Non, mais vous allez constater de plus en plus. C'est pour ça qu'on parle de mauvaise distribution, puisque l'État ne collecte que les tasses pour pouvoir redistribuer. Et les sous récoltés ne peuvent pas permettre à faire tout en un seul instant. D'où des politiques de redistribution, c'est-à-dire des programmes. Monsieur Couton va peut-être beaucoup plus préciser sur ça, les programmes je ne sais pas, les documents de stratégie de redistribution et puis patati patata, le paro c'est des choses qui vont dans la redistribution de la richesse, mais selon la demande la plus forte. Plus il y a de la pauvreté, plus la demande va vers ces zones d'extrême pauvreté. Et ce sont ces zones d'extrême pauvreté qui sont beaucoup plus agricoles et qui contribuent beaucoup plus à la croissance du taux de croissance. D'où l'État, je prends le cas de chez nous, est obligé d'investir dans ces zones-là pour qu'ils contribuent encore davantage. Mais est-ce le cas? C'est peut-être ce qui est recommandé. Vous évoquez peut-être ce qui est recommandé, mais est-ce le cas dans nos États africains Non, mais ce n'est pas. On ne dira pas que dans tous nos États africains, les gens ont pris conscience de l'équitable distribution de cette richesse créée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lorsque vous laissez la zone qui vous donne, qui vous donne de la croissance, lorsque vous laissez la zone qui vous permet de mobiliser les ressources pour aller investir ailleurs, vous risquez de chuter.
votre taux de croissance risque d'en partir. Par conséquent, il faut peut-être aller apporter 80 ou je ne sais pas, 60% à là où la production vient et 40% pour les autres. L'idéal est que il y ait plus de trucs là. Investissement. Je ne veux pas parler d'investissement. Il y a plus d'argent économique qui contribue à la création de cette richesse. Et quand je parle d'argent économique, je veux toucher tous les secteurs. Au lieu que ça soit uniquement au niveau du secteur, je prends le cas de chez nous, au niveau seulement du secteur agricole, que le taux de croissance vienne, il faut que ce taux de croissance puisse produire par chaque strate de la vie économique, que ce soit le secteur agricole, le secteur industriel ou le secteur tertiaire, là, que chaque pan de l'économie là puisse apporter de la création. Mais ce n'est pas ce que nous constatons, c'est que la production est directement revendue brute, sans transformation. Or, plus il y a de transformation sur place, plus il y a consommation de la main-d'œuvre. Et n'oublions pas, nous avons un aspect, on a découvert un aspect où les gens parlent des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ça veut dire quoi? Ce sont des secteurs qui impactent beaucoup plus le monde ouvrier. Le monde ouvrier. Et plus il y a cet impact-là, plus il y a rétribution du travail, plus ça rejaillit sur le peuple et moins on ressent la pauvreté. Et nous avons constaté que les secteurs qui jouent à l'essuie-glace, surtout le secteur tertiaire, ne consomment pas assez de la main-d'œuvre, d'où il faut aller à l'industrialisation pour mieux garder la richesse chez nous. François Couton, vous voulez réagir? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faudrait déjà pas préciser au fait les facteurs qui permettent de définir les performances dans un État? Oui, bien sûr. Définir les performances, n'est-ce pas, d'un État, je crois que c'est beaucoup osé que de vouloir, parce qu'avant d'arriver à la performance, il faut une étude de base, c'est-à-dire une analyse situationnelle de référence pour dire que à une date T, nous sommes à tel niveau. Et on définit des indicateurs de performance pour dire à la date T plus 1, nous serons également à tel niveau. Et c'est à la date T plus 1 que nous faisons une évaluation pour dire, bon voilà, à cette date-ci, nous avons réalisé de performances ou nous n'avons pas réalisé de performances. L'insuffisance pour nos programmes de développement, jusque-là, aujourd'hui, y compris le Bénin, c'est que nous n'avons pas des programmes qui ont véritablement des indicateurs de suivi et d'évaluation qui, la pratique, n'est-ce pas, de l'évaluation des politiques publiques ne sont vraiment pas des choses qui se réalisent chez nous. Il est difficile, n'est-ce pas, d'évaluer, n'est-ce pas, des progrès. En dehors, n'est-ce pas, de quelques aspects physiques qu'on voit, il est difficile d'évaluer, n'est-ce pas, des progrès. Donc, il y a lieu, premier facteur, essayer, n'est-ce pas, de redéfinir de véritables plans d'État pour nos pays. Nos pays, peut-être globalement pour l'Afrique, de véritables plans d'État basés sur une politique d'aménagement du territoire de façon raisonnable et réaliste, parce que jusque-là encore, le développement demeure encore sauvage dans la plupart des États africains. Mais parlant de croissance économique pour l'Afrique de façon globale, je crois qu'il faut distinguer un peu les choses. L'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc ne sont quand même pas à comparer aux gens de l'Afrique de l'Est, du centre ou bien même de l'Afrique de l'Ouest. Non, je ne crois pas. L'Afrique du Sud est encore différent. Lorsqu'on veut mettre en place ensemble et tout ce monde-là, je crois qu'il faut porter des gants parce que les réalités ne sont pas les mêmes.
Lorsque vous arrivez au Maroc, lorsque vous arrivez en Tunisie, c'est tout comme si vous êtes à Paris. C'est tout comme si vous êtes déjà en Europe. Les pratiques, les considérations, l'industrialisation primaire, c'est-à-dire c'est déjà là. C'est pas pareil lorsqu'on en arrive. Lorsqu'on arrive au Nigeria, le Nigeria a fait des avancées quand même en matière de mise en place, n'est-ce pas, des infrastructures. Une industrialisation a déjà démarré de l'autre côté, ainsi de suite, en Afrique du Sud. C'est pas pareil dans nos autres localités. Moi, je pense que deux problèmes nécessitent véritablement attention. Le premier, c'est la production de richesses par les Africains. Ce que M. Stephen Toura appelait tout à l'heure PNB. Il faut booster, n'est-ce pas, le BNB. Mais pour produire, n'est-ce pas, de la richesse, il faut nécessairement faire l'effort de transformer ce que nous produisons ici, de consommer ce que nous produisons ici, d'où la nécessité de consolider un marché africain. Parce que ce n'est pas évident que les produits africains soient immédiatement compétitifs pour être vendables tout de suite au reste du monde. Ça, c'est se tromper, parce que les gens sont très en avant dans la finesse, n'est-ce pas, de leurs produits. Donc, il faut produire en Afrique, production de masse. Il faut faire en sorte qu'il y ait un marché africain du près du milliard que nous sommes pour consommer, n'est-ce pas, les produits africains. Et par la suite, maintenant, le deuxième défi, c'est la redistribution, n'est-ce pas, de la richesse. Voir de quelle façon le citoyen lambda, lui, va voir sa condition de vie s'améliorer. Et pour cela, il faut des réformes politiques en profondeur et il faut également des réformes budgétaires et économiques responsables. Ah oui. Stéphane Toura, dans son rapport, l'institution s'est sensiblement appuyée sur la zone de libre-échange économique pour davantage de croissance sur le continent. Quel est le rapport entre, je dirais, la promotion de cette zone de libre-échange économique et la réduction de la pauvreté? Oui, il y a grandement un rapport. Je développais tantôt que pour mieux distribuer la richesse créée, il faut mieux employer la main-d'œuvre locale. Alors, pour revenir à ce que préconise le rapport, il faudrait que nous ne perdions pas l'histoire des regroupements économiques du continent. Puisque des années 60 à 70, je crois, les États se sont regroupés, des regroupements régionaux et autres, mais leur regroupement en ce temps-là, c'est pour pouvoir lutter contre le colon et dire qu'ils vont développer le continent par eux-mêmes. En ce temps, bon, ils ont mené rien que de lutte politique, de lutte d'indépendance. Après, il ne faudrait pas qu'on oublie les années 90, où nous avons des regroupements économiques communautaires, UEMOA et CEDEAO, CEMAC, etc. Mais c'est pour aller peut-être à une autonomie ou bien à une création de monnaie unique, parce qu'ils se sont dit, bon, les autres, les anciens regroupements n'ont pas pu résoudre le problème dont ils ont et qui continuent d'avoir, n'ont pas pu leur permettre de solutionner les besoins de leur population. Mais à l'analyse, c'est que même ces regroupements économiques et communautaires n'ont pas porté leurs fruits. Il y a toujours de décalage, il y a toujours une mauvaise gouvernance qui fait que ces États continuent de rechercher des solutions. Et vient le mois d'août, je dirais de mai 2018, où ils ont encore, ces États-là, ces chefs d'État-là, ont politiquement décidé de la création de la zone de libre-échange économique continentale. Et la vision, il y a déjà 44 pays adhérents sur les 56. La vision est
de pouvoir mobiliser les ressources à l'interne, de pouvoir se fonder, comme on dit, sur nos propres forces pour mieux accroître l'économie. Mais n'oublions pas aussi que les aides au développement, deviennent de plus en plus rares, puisque ces pays qui nous aidaient, ces pays qui mettaient et qui mobilisaient les ressources à leur niveau et mettaient ça pour des développements sociaux chez nous, ces pays aussi connaissent de crises. D'où, n'ayant plus d'autres sources pour le financement, les États ont décidé de faire ces mobilisations-là à l'interne. Et faire ces mobilisations à l'interne, c'est de s'accepter mutuellement. C'est de véritablement permettre aux citoyens d'un État de pouvoir, même avec les formations, pouvoir vendre ces formations-là dans l'autre État sans contrainte. Ce qui n'est généralement pas le cas aujourd'hui pour passer d'un État à un autre, malgré que les normes communautaires disent libre circulation et autres, ce n'est pas respecté. Pour aller vendre au Nigeria, par exemple, je prends le cas du Bénin, pour la production interne du Bénin, malgré qu'on dise, voilà, lorsque le produit est produit dans l'espace communautaire, bon, il n'y a pas de contraintes douanières au niveau des barrières là. Allez, faites l'effort d'aller au Nigeria. Vous n'allez pas le faire. Il y a le NAFDAC qui est là et c'est des contrôles et finalement, ça ne passe pas. C'est des barrières, malgré que ces États-là sont dans une même communauté, ils continuent toujours de soumettre les productions de l'autre pays à des barrières infranchissables. Maintenant, ils ont décidé de faire fi de toutes ces barrières-là, les barrières douanières, tarifaires et aussi non tarifaires, puisque le tout ne suit pas de la quantification. Même des politiques peuvent permettre à ce que, malgré que ça soit, les barrières tarifaires soient levées, il soit difficile à l'autre de venir vendre sa production sur place. Maintenant, en quoi la définition, la mise en place effective de ces zones-là combat la pauvreté? Ça combat la pauvreté parce que ça va donner beaucoup plus d'emplois. Plus d'emplois veut dire beaucoup plus de redistribution de la richesse et les populations vont se sentir mieux. Et ça va permettre, comment je dis, la libre circulation. Oui, déjà la libre circulation, c'est-à-dire le brassage des peuples. Le brassage des peuples, c'est que les peuples vont s'accepter et ce qui manque à un État ou bien à un peuple dans un pays donné, ce peuple-là peut aller facilement dans l'autre pour compenser. L'autre aspect, c'est que les États africains ont développé une industrialisation qu'on qualifie de verticale. C'est-à-dire chaque État voit que, bon, moi je produis du coton, peut-être je vais mettre en place une industrie de transformation textile. En ignorant que peut-être que si l'industrie est implantée, peut-être au Nigeria ou au Ghana ou en Côte d'Ivoire, ça rapporterait mieux que lorsque c'est installé sur place au Bénin. Et pour installer cette chaîne d'industrie, l'État fait l'effort. Certains États font l'effort de sortir ça de leur caisse. Alors que les États peuvent s'entendre et mettre un financement d'ensemble dans un pays où ce financement-là, cette création d'industrie-là va beaucoup plus apporter de richesse. Et donc, en fait une gestion interétatique. Voilà, autant de facteurs qui font que la définition, l'actuelle trouvaille, la zone de libre-échange économique est partie pour réussir. Selon M. Stéphane Toura. Certains États essaient, puisque tous les États, c'est maintenant que les négociations sont en cours, donc il faut que chaque État réussisse à imposer quelque chose pour ne pas se sentir délaissé. Voilà. François Couton, sur la zone de libre-échange économique.
Oui, libre-échange économique, mais je pense avant, il faut régler le problème de la production. Il faut régler le production. Oui, il faut régler le problème de la production d'abord, interne d'abord à chaque État, et après il faut régler le problème de l'informel et régler le problème de la sécurité des gens, parce que le Burkinabé n'est pas le Béninois, le Béninois n'est pas le Nigérien, il n'est pas l'Ivoirien. Maintenant, tout ce monde-là vont désormais être constitués en un marché d'ensemble. Il faut régler en une même communauté, c'est intéressant. Il faut régler, n'est-ce pas, les fondamentaux, les préalables. Parce que si je dois produire de l'ananas ici au Bénin et aller le vendre au Nigeria, je ne maîtrise pas forcément la culture des gens du Nigeria, la façon de faire. Donc il faut vraiment des règles, c'est-à-dire de fonctionnement que des États doivent élaborer et adopter pour pouvoir aller vite. Sinon, l'Afrique perd trop dans son individualité en essayant de chacun dans sa petite nationalité. Nous on est béninois, nous on est togolais, puis nous perdons énormément. Alors même que nous pouvons baisser, n'est-ce pas, les barrières, les petites individualités d'État que nous avons là maintenant, devenir un marché. Le Burkina, c'est environ 17 millions, le Bénin, environ 10 millions, la Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Tout ce monde, je parle de lui et moi pour le moment, deviennent, n'est-ce pas, un marché commun à l'intérieur duquel on peut produire des trucs. Monsieur Stéphane parlait tout à l'heure et donnait l'exemple d'industrie textile. Quel citoyen ne porte pas d'habits? Quel élève va à l'école et n'a pas besoin, n'est-ce pas, de kaki ou bien d'un truc? Et pourtant, tous ces États-là produisent, n'est-ce pas, du coton, le transforment de façon embryonnaire, juste pour le conditionner à l'importation, et puis l'exportent de façon brute et tout le temps. Alors même si l'industrie textile est chère, qu'est-ce qui empêche l'État béninois, l'État ivoirien, l'État burkinabé, l'État togolais de devenir quand même investisseur d'abord pour dire, bon, nous mettons en place une usine de référence qui va produire, n'est-ce pas, des habits à vendre aux Africains, tout au moins, n'est-ce pas, de l'UEMOA que nous sommes. C'est un facteur qui va booster la croissance économique. Sensiblement et donner de l'emploi aux gens. Donc, nos gouvernants ne raisonnent pas en ces thèmes-là. Vous ne verrez pas, n'est-ce pas, dans nos budgets, au Bénin par exemple, c'est plus de 1000 milliards, vous ne verrez pas dedans de pas affecté à l'industrialisation, de pas pour dire, bon, l'industrie, n'est-ce pas, agricole, cette année, l'acajou que nous allons produire, nous allons le transformer nous-mêmes, ça va donner tel produit fini et nous allons réussir à le vendre de cette façon. Nous ne raisonnons pas encore en ces thèmes-là. C'est vrai que la plupart de nos États ont fait l'option du libéralisme économique. C'est-à-dire que c'est le privé qui va prendre des initiatives économiques. Je dis erreur. Erreur parce que quel citoyen africain a d'énormes capacités pour pouvoir construire une usine? Je n'en vois pas. Ils ne connaissent que acheter et revendre, prendre le bénéfice empoché pour dire qu'ils sont opérateurs économiques. Donc, parce que les facteurs de production même sont très coûteux. Et ce n'est que l'État d'abord, au niveau ce n'est que nos États d'abord qui peuvent devenir investisseurs. Cette fois-ci, dans une communauté, pas d'individualité. Regardez, toute l'Afrique avec la chute depuis de la compagnie, l'ancienne compagnie regrettable Air Afrique. Alors qu'aujourd'hui, tu peux rester à Cotonou et servir à Parakou. Tu peux rester à Cotonou et servir, n'est-ce pas, au Togo. Ça ne pose aucun problème dans les pays qui sont développés. L'industrie aéronautique, le Niger produit de l'uranium. Il y a, n'est-ce pas, de très grandes ressources dans nos richesses, dans nos sous-sols, il paraît. Pourquoi pas, même si avec de la technologie importée, on ne va pas développer une industrie aéronautique authentiquement africaine. On ne peut pas dire que nous manquons de ressources pour ça. Nous en avons. Donc, ce sont ces types de réflexions nouvelles qu'il va falloir mener au niveau de nos États pour que le changement puisse être progressiste. L'autre réforme est la réforme monétaire. Nous ne pouvons jamais aller au développement
lorsque notre monnaie, par exemple, le CFA, est restée dans son état actuel. Mais il suffit pas. Vous voulez agiter. Il suffit pas, non, il suffit pas de changer, n'est-ce pas, de la monnaie. Il faut d'abord commencer à produire et vendre suffisamment au reste du monde. C'est ce qui fait que la monnaie des autres est forte. Si l'euro vaut plus de 655 francs un CFA, c'est-à-dire le CFA, c'est que la richesse, la production intérieure brute, n'est-ce pas, de l'Europe, chaque année, vaut plus de 655 fois ce que nous produisons ici. C'est-à-dire que nous sommes plus paresseux que les autres. C'est pourquoi leur monnaie est plus forte que la nôtre. Nous devons d'abord régler le problème de la production, ensuite le problème, n'est-ce pas, de la sécurité pour nos déplacements de nos biens, et après maintenant, régler, n'est-ce pas, le problème, n'est-ce pas, de la monnaie. Voilà. Monsieur François Couton, quand vous évoquez les perspectives, quand vous évoquez les recommandations, je suis tenté de vous dire que ce ne sont pas des détails qui échappent au cadre, aux dirigeants de ces différents États que vous avez évoqués, différents États de l'UEMOA et autres, puisqu'ils ont tous été formés dans ces grandes écoles de ces pays que je me garde ici de citer. Donc, ces autorités sont bien conscientes des détails que vous évoquez. Oui. Qu'est-ce qui empêche la prise de décision? Qu'est-ce qui explique cette résignation? On pouvait s'interroger. Je pense qu'il y a parfois, n'est-ce pas, de manque de nationalisme au niveau de nos dirigeants. Manque de nationalisme. Regardez les prélèvements, n'est-ce pas, d'impôts qui se font. Parce que pour faire ces réformes-là, on ne peut pas compter sur l'aide extérieure pour développer une industrie telle que je parle là maintenant. Mais lorsqu'on fait, n'est-ce pas, le prélèvement, n'est-ce pas, de l'impôt, n'est-ce pas, chez nous, c'est servi à quoi? L'impôt prélevé ne sert en règle générale qu'au paiement, n'est-ce pas, des salaires des fonctionnaires. Et puis ça s'arrête là. Suffit-il que le fonctionnaire ait son salaire pour que la pauvreté s'en aille, ou bien qu'il ait le développement? Je crois que non. Il va falloir de façon courageuse dire que lorsque nous faisons le prélèvement, n'est-ce pas, de l'impôt, désormais 50% va partir vers l'investissement. Ça, par exemple, c'est une décision courageuse. Et on dit que, bon, d'ici 3 ans, par exemple, le Bénin va construire une industrie textile pour vendre, n'est-ce pas, de l'habit au reste, n'est-ce pas, de l'Afrique et au reste du monde. Les gens manquent cette décision courageuse-là. Et donc, nos efforts sont trop orientés vers la recherche, n'est-ce pas, de l'aide extérieure. Les Européens ne sont pas des cons. Les Asiatiques ne sont pas des cons pour venir vous donner de financement afin que vous essayez de développer des usines qui vont les concurrencer plus tard. Eux aussi, ils ont une balance de paiement. Ils ont besoin de s'assurer que ce qu'ils produisent chez vous, là, que vous le consommez. C'est de bonne guerre que l'Europe, l'Asie, l'Amérique maintiennent les Africains dans l'état, n'est-ce pas, de consommateurs que dans l'état, n'est-ce pas, de producteurs. Et la prise de conscience de nous réveiller. Non. Ce long sommeil. Moi, je dis que nous sommes à l'époque nous sommes dans notre siècle de lumière, disons-ils. Parce que par le passé, la liberté de s'exprimer, la liberté de réfléchir telle que nous le faisons aujourd'hui n'était pas admise il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, nous avons la liberté de penser nous-mêmes, nous avons la liberté, n'est-ce pas, de poser, n'est-ce pas, des actions qui soient concordantes vers le type de développement auquel nous aspirons. À partir de ce moment-là, nous avons tout. Et nous n'avons plus de raison de nous plaindre ni du colonisateur, ni même de Dieu qui nous a créés. Puisque désormais, nous avons tout et tous les éléments pour nous développer. Encore qu'on continue de faire les deux choses que vous venez d'évoquer. On continue de se plaindre et de passer plus de temps à prier qu'à travailler. Oui, à prier qu'à travailler. C'est une autre plaie. Stéphane Tora, pour finir, peut-on vraiment en arriver à une redistribution équitable de la richesse? C'est l'idéal. Il faudrait que la richesse créée soit redistribuée non seulement à tous les facteurs ou acteurs qui ont contribué à cette création-là, et que ceux qui n'en sont pas créateurs aussi puissent être redistribués par l'entremise de l'État qui prélève des taxes et fait cette redistribution-là. Je dis c'est possible parce que
pour apaiser M. Couton, en citant le vice-président, je vais lire, en citant le vice-président de la BAD, qui disait que malgré tous ces défis-là, tout ce que vous avez annoncé, malgré tout ce que nous annonçons comme mots, que l'Afrique a les moyens d'en venir et de venir à bout en unissant ses efforts et en supprimant les obstacles à l'intégration et les facteurs de migration. Ça reste un discours. Ça ne reste pas seulement, ça ne reste pas que discours, parce que pour y aller, le rapport a préconisé 5 mesures. Vous me permettez, je lis, puisque je ne peux pas. Oui, le rapport a préconisé 5 mesures. Le rapport parle de l'élimination des tarifs bilatéraux. Le rapport parle de la simplification des règles d'origine qui doivent être souples et transparentes. Le rapport préconise l'élimination de tous les obstacles non tarifaires ou au commerce des biens sur la base de la notion de la nation la plus favorisée, ce que nous appelons le truc là, la nation la plus favorisée. Quatrièmement, le rapport parle de la mise en œuvre de la facilitation des échanges préconisée par l'OMC. Et enfin, le rapport préconise de négocier avec les États, avec les pays en développement en vue de réduire de moitié leurs barrières tarifaires et non tarifaires sur la base de la nation la plus favorisée. La nation la plus favorisée, c'est la nation où nous avons un avantage certain d'implanter une industrie. Donc, Monsieur Couton, nous restons... Je me sens apaisé. Donc, c'était sur tout ça là que la trouvaille, c'est-à-dire la zone de libre-échange économique, et nous allons souhaiter que ça soit effectif. Parce que ce que notre État ne peut pas faire, si l'autre État fait, nous pouvons importer sans ménagement. Et ce que nous faisons et que l'autre ne peut pas faire, nous pouvons l'exporter et avoir toujours à capitaliser les gains. Et plus nous faisons travailler nos populations, plus nous allons faire fuir la pauvreté. Parce que la pauvreté actuellement, ça se fonde réellement sur la non-employabilité de la population. Vous venez d'ajouter autre concept à la pauvreté. Vous savez, avant, dans les rapports et autres, on parle de l'élimination de la pauvreté, de la réduction de la pauvreté. Vous avancez ou vous suggérez la fuite de la pauvreté. Enfin, chasser la pauvreté. La chasse de la pauvreté. Chasser la pauvreté. Chasser la pauvreté. François Couton, pour finir maintenant. Oui, pour finir, non, je voudrais exhorter, c'est des exhortations, dire que nos gouvernants africains n'ont qu'à faire l'effort, c'est-à-dire davantage de nationalisme dans leur prise, n'est-ce pas, de décision. On ne peut pas compter sur l'aide extérieure pour pouvoir développer authentiquement un pays. Ce n'est pas possible. Mais en plus, n'est-ce pas, des gouvernants, les citoyens que nous sommes aussi... Les gouvernants sont en train de le réaliser. Ils sont en train de le réaliser, mais en dehors, n'est-ce pas, de la volonté politique qui nécessite d'être encore beaucoup plus visible et manifeste, il faudrait que le citoyen béninois comprenne qu'il y a un sacrifice nécessaire à faire. C'est important. C'est très important. Comprennent, n'est-ce pas, qu'il faut quitter, n'est-ce pas, l'informel pour le formel. Il faudrait aussi y avoir sensibilisé. Voilà, parce que le marché de libre-échange ne peut pas être réel et cohérent dans l'informel. Il faut que ce soit de formel. C'est pour cela que j'ai de l'admiration pour l'idéologie des républicains que je suis, pour dire que il faut davantage encourager. Je vous vois venir. Il faut davantage encourager les citoyens à aller à l'entrepreneuriat, mais je leur conseille personnellement l'économie coopérative et les organisations de type coopératif, parce que l'individualisme ne nous permettra jamais de rien faire. Mais pour que le Bénin, lui déjà,
profite de ce marché de libre-échange, le Bénin doit s'interroger déjà pour dire, bon, quel produit moi, je suis en mesure de produire ici au Bénin et de vendre au reste, n'est-ce pas, de l'Afrique. C'est l'intérêt que nous avons attiré. Et c'est à la réponse à cette question-là seulement qui nous permettra à nous de réduire la pauvreté qui ne cesse de s'aggraver aussi chez nous. Très bien. Bon, François Couton. Avant de vous quitter, je voudrais dire à M. Couton que... Oui, en quelques secondes. Au fait, nous avons des initiatives inter- ou bien interpays. Oui. Des initiatives communautaires, inter-États. Quand je prends la communauté électrique du Bénin, voilà, c'est de ce genre d'initiatives que vient conforter la zone de libre-échange. C'est-à-dire les États vont se mettre ensemble pour développer des secteurs pour faire profiter leur économie en général. L'autre chose aussi, c'est que les citoyens sont en avance sur les États. Parce que déjà, lorsque tu vas à Sémé, les trucs se passent tout comme si nous sommes soit au Bénin, ou soit au Nigeria. Absolument. Et si nous allons à Flao, les trucs se passent tout comme si c'est le Togo ou bien c'est le Ghana, ou bien si nous sommes à Ilakondi. Donc, les barrières sont déjà... Les prémices de cette zone de libre-échange économique existent déjà. Les barrières sont Il reste à les rendre formelles. Voilà. Merci. Et à M. François Couton, je dois répondre dans sa petite phrase insidieuse tout à l'heure, de prendre tout son temps. On aura à confronter les différentes chapelles sur les projets de législature. Rassurez-vous, et en son temps, le bon républicain nous dira ce qu'il propose. Absolument. Ce sera face aux progressistes, face à ceux de l'UDBN et à beaucoup d'autres chapelles. On aura à confronter les idées, non seulement les idées, mais les projets pour savoir. Ce sera sur faire croiser, rassurez-vous. Merci et excellente semaine de travail à vous, Stéphane Dora. Merci beaucoup. François Couton, merci pour la disponibilité. Merci à vous aussi.